notamment André Turca, qui était le pilote d'essai de Concorde. Hein. Donc évidemment c'était quelqu'un d'assez influent dans la ville. Et comme on nous dit qu'il n'a pas pu accéder à l'Académie des sciences, donc il a créé la sienne. Et quand les astronomes sont partis, bah, il s'est imposé là. C'est une intrusion en fait. Alors je sais que lors du passage du ministère de la Culture, ça leur a pas beaucoup plu cette affaire-là. Alors on espère qu'un jour, tout ça partira. Voilà. Donc mettez-vous bien dans l'esprit que c'est l'observatoire. Donc voilà, ce sont toutes les grosses têtes d'Airbus qui viennent là, ils viennent se congratuler là. Voilà. Bon certes, ils font des choses aussi, c'est sûr, mais enfin bon. Voilà. Je tenais à ce que ça soit malgré tout. Donc on est nombreux ce soir, de toute façon on s'y attendait. On va se partager au moins en 2 groupes. Alors on va surtout privilégier les observations. Là on a pointé la Lune. Ensuite on pourra observer Jupiter. Et peut-être vers 23h30, minuit, si vous êtes encore là, peut-être qu'on pourra observer Saturne qui commence à se lever. Et donc on mettra probablement des instruments dans le jardin et un autre adhérent, Olivier ou Adrien, vous montreront des objets du ciel profond, des amas globulaires, des choses comme ça. Donc on vous fera le commentaire de tout cela. Bien, alors Philippe, voilà. Alors tu commences par quoi alors? Je sais pas. Du coup, le groupe d'avant est parti. Oui, il est parti. Tout est ok. Je sais pas, on fait carte du ciel méridienne, après on change, et puis éventuellement un coup d'œil au 4-23. Voilà. Et puis après observation. Donc tu veux commencer où? Méridienne? Allez, ça roule. Alors, avec Philippe, un groupe méridienne, et avec moi, un groupe carte du ciel. Voilà, de toute façon, on va permuter, il n'y a pas de problème. Les portes sont ouvertes, comme dans la chambre. Ah oui, c'est vrai. Ah, flûte. Là, j'en ai... Bon, oui, en plus, j'en ai besoin, là, aussi. On monte ensemble et puis... Oui, on monte ensemble, et en même temps, je t'ouvre. Voilà. Ça vous dérange pas, je filme? Non. C'est pour vous? Ouais, mais j'ai une chaîne. Ah oui? Ouais. Si ça vous dérange pas, je la publierai. Ah oui, c'est toi? C'est bien. C'est bien pour la part. Allez, je vais arrêter momentanément. Bah, tu veux commencer? Ouais, voilà. d'accord. Bon, bien bonsoir, donc je prends la relève. Voilà. Là, vous pouvez voir le bâtiment, la structure du bâtiment. On voit très bien que le bâtiment comprend 2 parties. Vous avez la partie en briques, là, la partie avec des fenêtres à peu près normales, qui semblent normales, et puis la partie blanche, qui est munie de fenêtres totalement différentes. Vous voyez, c'était très haut. Ici habitait le directeur, il y avait des bureaux, les appartements du directeur, et puis dans la partie qui est ici, eh bien, il y avait le travail scientifique. Et c'est pour ça qu'il y avait ces fenêtres très hautes. Sur les gravures d'époque, il n'y avait pas les boiseries, c'était entièrement ouvert sur le ciel. D'ailleurs, le directeur se plaignait, Frédéric Petit, amèrement des photos, enfin, il y avait des gros problèmes. C'était ouvert sur le ciel et il y avait à l'intérieur des instruments, des grands instruments en cercle, là, en quart de cercle ou en demi-cercle, avec des cercles gradués, des lunettes, ça s'appelait des quarts de cercle, et ça permettait d'observer le ciel dans toute la hauteur. Le bâtiment, il est orienté de façon à ce qu'on observe bien dans la direction nord-sud. Le nord est par là, le sud est par là. Et il y avait en haut aussi... Roland. Le nord est là-bas.
Le nord est par là. J'ai perdu le nord. Il a perdu le nord. Et vous aviez en haut des instruments de météorologie. Il y a encore la girouette qui est là, qui est un peu gênée par une antenne, mais qui n'a rien à voir avec l'astronomie. Il y avait sur le toit les instruments, les baromètres, thermomètres, etc., qui permettaient de faire des relevés météorologiques. Ça a commencé à fonctionner en fait à partir de 1850 à peu près, et c'est donc à partir de cette date-là que l'on a des relevés météo précis de la ville de Toulouse. Avant, on ne savait pas, enfin, on pouvait avoir dans les chroniques, on pouvait apprendre qu'il y avait fait froid ou chaud, mais on ne savait pas exactement quelle avait été la température. Et ça, c'était un plan qui était valable pour toute la France. Hein. Il y a eu une reconstruction des observatoires, Lyon, Besançon, Nice, à partir des années 1870, hein, durant la Troisième République. Et c'est là qu'il y a eu vraiment la construction des nouvelles coupoles que vous allez voir. À vrai dire, cet observatoire-là n'a jamais fait, hélas, de très grands travaux scientifiques. Alors, on va maintenant aller par ici et vous allez voir je vous montre la borne qui est ici. Alors vous avez une borne en pierre qui est ici et qui définit avec l'autre borne qui est là-bas, qui définit une ligne droite. Vous avez une antenne de radiotélescope au fond, ça définit une ligne droite et cette ligne droite vient couper entre milieu le bâtiment cubique qui est ici et qui abrite un instrument que nous allons aller voir. Et je dirais, on peut même dire que ces bornes font partie de l'instrument, hein, font partie du même ensemble. Alors, vous me suivez et on va aller, si ça rentre, et les coupeaux ne sont pas collés. On se divise en deux, oui, je vais prendre un groupe. Trop de monde là. Alors tu prends pour la carte du ciel une partie des gens. Là, on a Vénus. Là. On peut vous montrer Vénus, là. Juste au-dessus des arbres, là. Le point brillant, c'est Vénus. Ah, je vois rien. Vous voyez le creux, là, de l'arbre, et juste au-dessus, le creux des feuillages, là. Et juste au-dessus, vous avez un point brillant. Vous voyez? Ah oui, ça y est, je le vois. Voilà, ben c'est Vénus. Mettez-vous par là. Oui, c'est Vénus, oui. Oui, c'est Vénus. Vous la voyez? Le point brillant, là, c'est Vénus. Voilà. Ah oui, ça y est, je le vois. Ok? Ah, Petit laser en bas. Voilà, au-dessus du laser, là. Vous voyez, là, voilà. C'est loin quand même, Vénus. Hein. Vous allez voir, Jupiter aussi. Hein. C'est très brillant, mais... Il fait encore jour. Eh oui. Voilà. Bon, on va à la carte du ciel alors. Hein, donc un groupe avec moi et un groupe à la méridienne. Hein. Et là,
Là, on va pouvoir observer quoi là La d'ici? Lune, là, pour le moment. La Lune. Ah oui, là, ouais, Après, c'est la on Lune. observera Jupiter. D'accord. Mais on peut la voir là, avec la clarté, la Lune, en observant Bien sûr, maintenant? Ah bon? Je croyais que c'était que quand il faisait nuit. Non, on va la voir, hein. Ouais. Alors, il faut que je tourne un peu la coupole. Alors, juste un petit réglage, André, hein. Alors, un coup de manivelle. Voilà. Pardon. On est sur les sabots. Voilà. C'est Mais bien. allez-y, restez pas dans l'entrée. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter l'histoire de la coupole. Voilà, par là, oui, parce que je vais vous montrer des choses. Vous allez voir. Bien. Alors ici, nous sommes dans... Vous voyez, ici, nous sommes dans la coupole de la carte du ciel. Alors attendez, je mets ça en route, vite fait. Allez-y. Comment? Oui, c'est le moteur. Ah, on voit bien quand même. C'est la motorisation. De la voûte céleste, depuis les jardins de l'Observatoire de Paris. À cette époque-là, on voyait encore des étoiles à Paris. Maintenant, on en voit plus beaucoup. Et après avoir développé leurs plaques, eh bien, ils s'aperçoivent qu'il y a un nombre relativement important d'étoiles et ils montrent ça au directeur. Et évidemment, il constate, et puis dans sa tête, ça cogite. Et il en parle à un de ses amis, David Gibb, qui était le directeur de l'Observatoire du Cap en Afrique du Sud. Et ça suit toujours, là, vous avez toujours la Lune? Oui. Parce qu'on a eu un petit souci technique tout à l'heure, là, on a décidé d'arranger. Et donc, après avoir discuté tous les deux, c'est l'amiral Nouches qui fait convoquer une cinquantaine d'astronomes d'une quinzaine de pays à venir assister à un colloque où ils ont discuté de la cartographie de la voûte céleste par la photographie. Alors, pour ça, il a fallu plusieurs observatoires, dans le monde qui y participent, il y en a eu 18. Et donc, on les a répertoriés là sur ce globe, les 18 observatoires qui ont participé à cette grande entreprise. Alors, bon, c'était surtout une entreprise européenne, donc c'est la raison pour laquelle il y a une majorité d'observatoires en Europe. Bon, c'est assez hétérogène comme répartition, mais bon, toute la voûte a été couverte. Alors pour la France, il y avait Paris, Bordeaux, Toulouse et Alger, puisqu'à cette époque-là, l'Algérie était une colonie française. Et en Amérique du Nord, alors il n'y a que le Mexique qui a participé. Les Américains étaient, l'Amérique du Nord et aux États-Unis, ils étaient invités, évidemment, ils sont venus. Mais comme ils avaient déjà des grands projets en cours, ils n'ont pas participé. Ils ont juste donné des conseils, voilà. Et puis, dans l'hémisphère sud, 3 observatoires en Amérique du Sud, un observatoire au Cap de Bonne-Espérance et 2 observatoires en Australie. Et donc, tous ces observatoires ont été dotés des mêmes instruments, fabriqués par l'Observatoire de Paris. Par le mécanicien, l'Observatoire de Paris, qui s'appelait Paul Gaultier, et les lentilles par les frères Henry. Alors l'instrument, le voilà, il y en a 18 comme ça dans le monde, exactement les mêmes. Donc c'est une double lunette, en fait, vous êtes en train d'observer dans la lunette guide là. Donc je vous ai affiché là sur l'écran la tête de la lunette telle qu'elle était lorsque l'instrument était en fonction. Alors à la place d'un oculaire, il y avait un instrument de mesure qu'on appelle un micromètre. Et en dessous, vous avez le porte-plaque qui supporte les plaques photographiques. Et donc,
en dessous, vous avez la seconde lunette, il y a toujours l'emplacement des plaques. D'accord? Voilà. Alors c'était très peu sensible, hein, évidemment. Alors l'instrument, lui, il est installé sur une monture, ici, une monture à version. Alors, c'est incliné, alors c'est pas incliné n'importe comment. Hein. Si je pouvais prolonger cet élément dans le ciel, j'atteindrais le pôle céleste. D'accord? Comme le pôle nord de la Terre. Là, c'est le pôle céleste. Et on a la chance, dans l'hémisphère nord, d'avoir une étoile qui est tout près du pôle céleste. C'est laquelle? Ah. Alors, on dit l'étoile du Berger, mais en fait, c'est pas une... non. L'étoile du Berger, celle qu'on appelle l'étoile du Berger, c'est Vénus. Hein, voilà. Et Vénus, c'est une planète. Voilà. Alors, c'est la petite ours. Hein, c'est l'étoile polaire, Polaris, hein, de la petite ours. Ben, je pourrais vous la montrer tout à l'heure, quand il fera nuit. Et puis ici, si je prends l'horizontale, cette valeur angulaire correspond à la latitude de Toulouse. On est à 43 degrés et 37 minutes. Et donc cet instrument, là, tel qu'il est là, on ne pourrait pas l'installer à Paris, puisqu'on est déjà à 47 degrés. Par contre, on pourrait l'installer à Vladivostok, en Russie, puisqu'on est sur la même latitude. Et donc, le mécanicien, quand il a construit ces 18 instruments, il a pu les fabriquer en série, sauf une pièce, celle-là. C'est elle qui donne l'inclinaison. Donc chaque observatoire, en fonction de sa position sur le globe, avait une pièce comme celle-ci. Voilà. Et donc, ce que je peux vous montrer, tout le monde a observé, vous me dites si on a toujours la Lune, parce que c'est pas sûr que ça suive bien ce soir. Là, parce qu'on a dû faire un rêve. On a eu un petit problème technique avec le moteur. Alors, ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est une des plaques qui ont été réalisées ici avec cet instrument. Cette plaque, je l'ai fait numériser, alors parmi les 8000 plaques. Et celle-là date de 1898. La carte du ciel a démarré en 1892 et pour Toulouse, ça s'est terminé en 1947. Alors voilà, les fameuses plaques. Alors, toute la partie quadrillée, c'est celle qui est utilisable. Ça fait 2 degrés de côté. En fait, ça fait 4 fois le diamètre de la Lune. Voilà. Et sur cette plaque, il y a 12 312 étoiles. Vous pouvez vérifier, C'est bon. On va compter un par un. Comment? On va commencer à compter un par un. Ah bah oui, voilà. Faut combien de temps pour ça? Alors déjà, pour compter jusqu'à 1000, il faut, je sais pas, il faut au moins une demi-heure, plus même. 1000 secondes? Ça fait 3600. Ah oui, non. 1, 2, ça fait 1 seconde. Ah oui, je ne sais plus combien de temps il faut pour 1000. compter jusqu'à 1000. 1000 secondes. C'est long, Vous faites la conversion divisé par 60, alors, 60, 60. Là, ici, vous avez une étoile parasite, on va dire, c'est une étoile trop brillante. Donc, ils ont mis un masque pour pouvoir apercevoir les étoiles qui sont autour. En fait, ça, c'est Altaïr de la constellation de l'Aigle. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un agrandissement. Parce que les plaques photographiques, c'est pas un clic, hop, on a une photo, comme vous pouvez faire. Pendant les colloques, ils se sont mis d'accord sur une méthode. Et une méthode qui permet de ne pas confondre ce qu'ils appelaient les fausses étoiles. Ça pouvait être une poussière, un défaut sur la plaque, voilà. Donc ils se sont dit, on va faire 3 pauses de 30 minutes. Et ça va occasionner, pour chaque étoile, on va le voir, ça va occasionner des petits triangles équilatéraux. Alors bon, je vais faire comme ça, parce que là, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Voilà. Là, j'ai fait un agrandissement. J'ai agrandi 10 fois, je crois. Voilà. Et donc, vous remarquez que toutes les étoiles sont marquées par des petits triangles. Et en fait, ce que l'on s'aperçoit aussi, c'est qu'elles ont toutes des éclats différents. Donc déjà, on a pu apprécier l'éclat apparent de ces étoiles. Je dis bien apparent.
Parce que l'éclat absolu, il est en fonction de leur éloignement, parce que sur la voûte céleste, toutes les étoiles ne sont pas sur le même plan. Elles sont toutes à des profondeurs complètement différentes. Hein, voilà. Et elles se déplacent dans des directions aussi complètement opposées. Alors, il s'était fixé évidemment une valeur d'éclat, hein, parce que toutes d'abord n'ont pas pu être mesurées, parce qu'on a mesuré la position des étoiles les unes par rapport aux autres. Hein. Et par exemple, une étoile comme ça, on ne peut pas faire de mesure là-dessus, parce que ça fait déjà un pâté. Et puis ici, vous avez encore un gros pâté. En fait, ce sont un groupement d'étoiles, même dans la projection. Hein, si vous avez des étoiles qui sont relativement près, même si elles sont plus éloignées les unes des autres, ben ça, dans le champ, ça forme un gros pâté. Donc, impossible de faire une mesure avec ça. N'empêche qu'on a quand même un catalogue de plus de 210 000 étoiles. Rien que pour la zone de Toulouse. Donc voilà, alors évidemment, ce comptage, bah, qui est-ce qui le faisait? Eh ben, des femmes, forcément. Hein. On embauchait, alors, l'embauche des femmes dans les observatoires, pour le calcul, ça ne se faisait pas de façon officielle. Hein. C'était par connaissance. C'était en fonction des besoins de chacune. Les motifs sont différents. Hein. Les unes, c'est parce qu'elle est seule pour élever ses enfants. L'autre, c'est pour améliorer son ordinaire. Enfin bon, d'autres, c'est parce qu'elles ont été recommandées. Mais toutes vantent leur qualité au calcul. Hein, voilà. Et donc là, vous avez une photo qui date de 1900. Et là, on est dans le bureau des dames. Hein. Vous avez ici une calculatrice qui est en train d'effectuer ces mesures. Et à côté, vous avez une assistante qui est en train d'inscrire ce qu'elle a relevé. Hein, voilà. Et puis au fond, vous avez deux panneaux. Ces deux panneaux, on les a retrouvés. Ils ont, ils ont servi à l'exposition universelle de 1900. Hein. Donc ce ne sont que des clichés du 19e siècle. Là, hein, voilà. Et sur ce cliché, eh bien, je vais vous montrer un objet particulier, un objet qu'on pourrait appeler la nébuleuse de Toulouse. En fait, en 1779, un astronome toulousain, Antoine Darquier, en fait, une nuit, il observait une comète et une nuit, il aperçoit un objet flou. Et donc, il a eu la bonne idée d'en relever les coordonnées. Alors, la voilà, si bien que 100 ans plus tard, avec cet instrument, eh bien, un astronome, là, Louis Montangérand, l'a photographié. La voilà, la nébuleuse de Toulouse. Il a fallu pas moins de 9 heures de pause, en 4 nuits successives. Alors, il y avait toujours la même plaque, hein, évidemment. Hein. Donc, dans la partie photographie, il y a un obturateur. Donc, on fait une première pause une nuit. Bah, quand l'objet n'est plus à la portée de l'instrument, on arrête l'observation, on obture et le lendemain soir, on reprend la pause. En faisant évidemment des petites corrections de coordonnées. Hein. Même si d'une nuit sur l'autre, ça bouge pratiquement pas, mais pour la photographie, il faut que ça soit d'une précision extrême. Hein. Et donc là, on peut le voir, hein, les points sont bien ponctuels, il n'y a pas de bouger. Et en fait, alors à l'époque, hein, en 1890, on ne savait pas ce que c'était. Hein. La physique de l'époque ne savait pas. Mais plus tard, dans les années 30, on a commencé à y voir un peu plus clair en physique stellaire. Et donc, on sait que c'est une étoile effondrée, ou une étoile dégénérée, ou on l'appelle encore, de façon plus populaire, une naine blanche, qui n'est pas blanche du tout d'ailleurs, très chaude, très compacte. En fait, ça va être le sort de notre étoile, hein, de notre Soleil. Donc, ça devait être une étoile de type Soleil. Et donc, alors, le Soleil, c'est 109 fois le diamètre de la Terre, hein, 1 392 000 km le Soleil,
Le diamètre de la Terre, 12 756 km. Et donc toutes les étoiles, le Soleil et toutes les autres étoiles, ce sont des grosses centrales nucléaires en fait, hein, des centrales à fusion, hein, pas comme les centrales terrestres qui sont des centrales à fission, on casse des atomes. Là, on va fusionner des éléments chimiques. Hein. Et pour le Soleil, on va majoritairement fusionner de l'hydrogène qui va produire de l'énergie hein, sous forme de photons. Le Soleil, lui, va fusionner 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde pour produire 4 millions de tonnes d'énergie sous forme de lumière, qui dès lors, une fois cette énergie a été créée, elle va se diriger vers la sortie du Soleil en environ 1 million d'années. Hein. Donc la lumière qui nous a éclairés aujourd'hui, eh bien, elle est partie du cœur du Soleil il y a environ 1 million d'années. Hein, voilà. Et elle nous arrive sur Terre en combien de temps, la lumière, depuis le Soleil? 8 minutes, voilà. Ouais, environ. À la vitesse de 300 000 km par seconde. Voilà. Et donc, quand notre étoile aura consommé tout son carburant, hein, ce qui maintient en équilibre une étoile, ce sont deux forces, la fusion et la gravité, donc deux forces en opposition. Et dès lors que la fusion est rompue et a cessé, l'équilibre, lui, évidemment, est rompu, et c'est la gravité qui l'emporte, et l'étoile s'effondre sur elle-même pour devenir, pour le Soleil, au moins pour les étoiles qui ont la même masse que le Soleil, une naine blanche. Et donc elle va expulser de sa surface tous les éléments, hein, et là, ce que l'on voit là, tout ça est en expansion dans l'espace, sur des centaines d'années de lumière, et au centre, il reste une petite étoile dégénérée, effondrée, pas plus grosse que la Terre. Hein, et qui, si on pouvait prélever 1 cm3, sur Terre, ça pèserait 1 tonne. Hein, voilà. Et ce n'est pas le stade ultime, hein, ça dépend de la masse des étoiles. Voilà. Donc voilà, la nébuleuse de Toulouse. Alors maintenant, je vais vous la montrer, photographiée par le télescope Hubble. Hein, vous connaissez le télescope Hubble. Donc je vais vous la montrer, elle est quelque part par là, voilà, elle est là, voilà. Donc là voilà, la nébuleuse de la Lyre, et l'étoile centrale, elle est là. Alors on sait maintenant que, enfin plus ou moins, que c'est du carbone, hein, surtout, hein, donc les amateurs de diamants, hein, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire un tour. Voilà. En fait, ça c'était les coordonnées hein, pour aller chercher l'objet dans le ciel, parce qu'à l'œil nu on ne le voit pas. Donc j'étais obligé de calculer les coordonnées là. Sur ces instruments, il y a des cercles de coordonnées. Hein. Vous avez un cercle ici, qui est un cercle horaire, 24 heures sidérales, et vous, au niveau de l'axe d'oscillation, vous avez un autre cercle, ce sont des valeurs angulaires. Hein. Et il faut en calculer les coordonnées là, selon tous ces éléments là, hein, et on obtient des valeurs qui nous permettent de pointer l'instrument. Voilà. Et tous les astronomes font, enfin, maintenant ça se fait plus à l'oculaire, hein. Maintenant il y a des calculateurs, on a un instrument, on a un logiciel d'étoiles dans l'ordinateur, et c'est lui qui s'occupe de faire le travail. Mais avec ces instruments-là, à l'époque, non. Donc voilà pour la carte du ciel. Recherche. Et voilà. Alors de toute façon, les chercheurs ne mettent plus l'œil à l'oculaire. Ils montent un dossier et ils demandent des temps d'observation sur les grands observatoires terrestres, par exemple au Mont Paranal au Chili, hein, ou alors sur les télescopes spatiaux. Voilà. Ah bah tiens, je peux vous montrer. Voilà une dame de la carte du ciel là, qui est en train d'effectuer ces mesures. C'est bon là, ça. Ouais, mais c'était pas la belle chose. Hein? C'était pas la belle chose. Alors, tout au moins au pic du Midi, je vais vous montrer ça. Vous connaissez le pic du Midi? Dans les Hautes-Pyrénées.
C'est un observatoire qui existe depuis 1878. Alors voilà, le pic du Midi. Voilà. Hein. Voilà. Alors ça, j'ai mis cette image-là parce que ça, c'est la coupole du 1 mètre. Il y a un télescope de 1 mètre à l'intérieur. Et en fait, au moment des missions Apollo, dans les années 60, les États-Unis ont donné au pic du Midi un miroir de 1 mètre pour photographier les sites lunaires pour les futures missions Apollo. Parce que le pic du Midi a une renommée mondiale pour la qualité de ses images et encore actuellement. En 2017 a été réalisée une photo de Jupiter et qui est la meilleure photo prise depuis la Terre. Voilà. Alors là, je vais donc vous montrer autre chose. Voilà, le pic du Midi, la terrasse. Alors ça, voilà. Alors ça, en fait, c'est prise avec un instrument qu'on appelle un coronographe. Un coronographe, c'est un instrument qui va permettre de faire des éclipses artificielles. Hein. Donc, dans le chemin optique de l'instrument, on va mettre un disque ici qui masque la surface du Soleil pour ne laisser apparaître que la couronne. Et autour de la couronne, vous voyez que l'on a des événements, des protubérances. Alors ça, là vous avez peut-être 2 fois la Terre. Là. Ah oui, oui, c'est absolument gigantesque. Hein. Voilà. Voilà la surface du Soleil, hein, le même jour, hein, ça a été pris il n'y a pas longtemps, là, le 20, le 20-06. Hein, voilà. Donc tout ça, voilà, là on voit bien les taches. Ici, va se créer des taches solaires. Hein. Ce sont des taches sombres, en fait, par contraste, parce que la température a baissé. La surface du Soleil, c'est 6000 degrés. Le cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Et c'est de ces taches sombres que sortent les protubérances. Hein, ce sont des arcs, des arcs magnétiques, hein, et qui soutient la matière. Et quand ces boucles magnétiques se reconnectent, on a une éruption solaire. Voilà. Donc voilà, hein, le pic du Midi. Alors là voilà, cette fameuse coupole des coronographes. Hein. Moi j'y travaille, hein, je monte en mission au pic du Midi, hein, sur l'imagerie du Soleil. Donc voilà. Alors on a toujours la Lune là. Hein, c'est bon? Alors on va peut-être aller... Ah bah tiens, je vais vous montrer peut-être... Alors où est-ce que je disais les photos de... Ah oui, ça doit être là. Les photos de Jupiter et de Saturne. Et de Mars même. Voilà. Voilà. Ça, c'est une photo de Jupiter prise depuis le pic du Midi. Jupiter, on va l'observer tout à l'heure. Hein. Et là, vous avez un de ces satellites, Ganymède. Tout ça, ça a été fait au pic du Midi, voilà. Mars, également, pic du Midi, en 2016. Mars, c'est petit, hein, c'est une petite planète. Hein. Saturne, avec ses anneaux. En 2017 également. Hein. Et toujours au pic du Midi, avec le télescope de 1 mètre. Voilà. Alors, on va peut-être aller dans une autre coupole.